Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à tous. Azul, bienvenue à cette deuxième édition du Café littéraire à la Plaza Antique en compagnie de notre invité, Dr Saïd Sadi, que je vous demande d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Alors, si vous ne connaissez pas notre invité d'aujourd'hui, c'est peut-être que vous étiez endormi pendant quelques décennies en Algérie, ou peut-être que vous ne connaissez simplement pas l'histoire de l'Algérie. À ce titre, notre radio vous propose une petite séance de rattrapage. Le mandat de Radio Azul International, c'est d'ouvrir les ponts entre les cultures algériennes, françaises, québécoises, haïtiennes, russes et aussi berbères. Pour franchir ces ponts, on invite notre public, nos auditeurs et nos auditrices, car le café littéraire est enregistré, à aller sur notre site web radioazul.international, notamment d'aller voir l'émission L'invité Azul, émission qu'on va diffuser à 20h ce soir, et avec lequel j'étais en compagnie du docteur Saïd Sadi pour 1 heure d'entrevue. En plus de cette émission, et toujours en lien avec cette volonté de construire des ponts entre les cultures, ne manquez pas notre autre émission qui s'appelle Le Concert des Nations. C'est moi qui l'anime en compagnie de toute l'équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses de Radio Azul International. Et réunis autour d'un thème commun, on aborde ce thème. La semaine dernière, c'était le mariage. La semaine prochaine, ce sera les héros. On aborde ces thèmes selon nos horizons culturels respectifs, donc français, québécois, berbères, etc. Cette émission, elle est diffusée tous les jours sur le site web à partir de 17h. Une autre émission en kabyle cette fois est disponible. Elle est animée par notre confrère Belaïd qui est dans la salle du groupe Tagraoula. Désolé pour l'accent, je fais ce que je peux. Vous aurez droit donc à du contenu 100% kabyle avec des invités de marque. Il a interviewé notamment Rabat Asma. L'émission Averi Entemoth, qui veut dire Vent du pays, est déjà en ondes. Celle-ci est diffusée à 18h sur radioazul.international. Autre émission, une émission musicale, J'écoute donc je suis, animée par Claude Marquis, que vous avez vu à l'entrée. Elle part à la recherche d'artistes internationaux pour le plaisir de vos oreilles, en compagnie de Maë Plévy et de Jennifer Pluviose. Enfin, notre prochain événement public, sortez vos agendas, ça va être ici même à la Plaza Antique. Dimanche 19 mai à 15h, c'est le lancement officiel de notre radio, ici même. Donc, vous aurez droit à un spectacle haut en couleur avec plus d'une dizaine d'artistes, notamment Ali Amran, Aklidé, Nordine Chenoud, Tagraoula, Spliff and Stones, Jim Radé et d'autres. On vous invite à aller prendre les billets sur le site internet, ils sont disponibles dès maintenant. Allez sur l'onglet événements artistiques pour plus d'informations. D'accord ? Donc pour l'heure, on est assis confortablement dans les fauteuils de la Plaza Antique avec notre invité, le docteur Saïd Sadi, que je vous demande encore une fois d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Alors, toute petite séance de rattrapage pour présenter notre invité brièvement. Dr Saïd Sadi, tu es un intellectuel algérien d'origine kabyle. Tu es né dans une famille modeste et tu t'es élevé au grade de docteur en médecine avec une formation en psychiatrie. Tu es connu surtout pour ton rôle de leader politique au sein du RCD, Rassemblement pour la culture et la démocratie, que tu as fondé en 89. En 2012, tu as abandonné la présidence du RCD, mais même sans attache partisane, tu gardes tes combats chevillés au corps. Ces combats-là, ce sont les combats pour la démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, la reconnaissance de l'identité amazigh, entre autres. Ce sont autant de combats qui font de toi, entre guillemets, la bête noire du régime algérien en place. Tu nous viens aujourd'hui chargé de tes mémoires qui sont ici et qui sont en vente au fond de la pièce. Donc ces mémoires-là, quelle bonne idée de les écrire, hein. Il fallait au moins 4 tomes qui sont présents sur la table pour résumer une vie de lutte, de combat menée par ton parti, ton peuple et toi-même. 4 tomes donc ont été publiés depuis 2020. On attend le 5e d'ici à la fin de l'année. Tes livres sont publiés aux éditions Voix Libre au Canada, Altava en France et Frantz Fanon en Algérie. Frantz Fanon, les éditions comme celles de ton frère que nous recevions la semaine dernière, Sadi, dans le Café littéraire, que je vous invite à aller voir sur nos réseaux si ça vous intéresse. Donc Saïd Sadi, bonjour. Je vais t'inviter à présenter au public le thème du Café littéraire, dont le titre est Kabylie, une matrice, un combat, un destin. Je te laisse la place, mais moi je reste pas loin pour quelques questions et précisions éventuellement. Ensuite, vous aurez droit à une période de questions. Alors, s'il vous plaît, je sais que vous avez 1000 choses à demander à notre invité. La seule chose qu'on va vous demander, sans vouloir vous commander, c'est d'être clair et concis. Le micro est au milieu de l'allée. Vous pouvez vous adresser au docteur à la fin de sa conférence, mais s'il vous plaît, encore une fois, soyez bref. OK ? Donc, Saïd Sadi, c'est à toi. Azul, vous entendez bien ? Ça va ? Parfait.
Azul, bienvenue, merci de vous être déplacé pour cette rencontre. Merci pour Radio Azul à laquelle je souhaite un long et fécond destin. Quand on m'a appelé à la faveur de la sortie du 4e tome de mes mémoires, j'ai immédiatement répondu oui, pour traiter d'un sujet que la plupart d'entre vous connaissent aussi bien que moi, mais qu'il me semblait utile d'appréhender maintenant, parce que nous sommes vraiment dans une situation qui a été très bien décrite par un de mes co-détenus d'avril 1980, l'Amir Idriss Gérard. Je ne sais pas si quelques-uns le connaissent, c'est un des 24 détenus que j'ai eu le plaisir de retrouver récemment à Toulouse, et qui disait que la Kabylie vit aujourd'hui une situation existentielle. C'est un terme que vous avez entendu sur d'autres terrains, ça ne veut pas dire qu'il ne s'applique pas à nous avec la même équité. Et donc je me suis dit qu'il fallait peut-être revisiter cette problématique, la Kabylie en tant que matrice d'un certain nombre d'événements et de messages, en tant que combat, la nature globale, générique des combats qui ont été menés, et aussi en tant que destin, parce que la situation nationale, que vous connaissez probablement aussi bien que moi et sur laquelle nous pourrons revenir dans les débats, l'exige, mais la conjoncture internationale aussi, avec tout ce qui se passe de par le monde, commande d'essayer de comprendre du mieux que nous pouvons le faire la problématique qui se pose en Kabylie, en Algérie et en Afrique du Nord, pour accompagner au mieux l'histoire de cette région, l'histoire politique, l'histoire culturelle, la substance sociologique de cette région, parce que ce qui s'y joue engage et concerne évidemment les populations qui y vivent, mais je vais rappeler un certain nombre de choses que certains d'entre vous connaissent, qui savent très bien que ce qui s'y passe a des répercussions au niveau national et au niveau régional. Vous savez tous que la Kabylie est une entité singulière dans sa langue, dans ses traditions, dans sa relation avec l'autre, dans son vécu, dans l'organisation des cités qui la composent, mais c'est aussi une société inspirante. Elle n'a jamais laissé indifférente, soit en suscitant des oppositions et des animosités et des haines, j'en ai suffisamment parlé dans le tome 3 de mes mémoires, soit, et on ne le dit pas suffisamment, en inspirant, en stimulant des initiatives vertueuses. Et je suis de ceux qui pensent que le mouvement de 2019, qui n'a malheureusement pas abouti, doit beaucoup au combat qui a été lancé en Kabylie par toute une génération pendant près d'une cinquantaine d'années. Et il y a tout de suite, je pense, un élément qu'il faut fixer. Je me suis amusé à regarder un peu l'histoire de la Kabylie, on va dire à partir du 19e siècle, et dans l'Algérie contemporaine. À chaque fois que la Kabylie a connu une période de stabilité, même relative, dans la décennie qui a suivi, l'Algérie a connu une période d'émancipation politique et de solidarité sociale. Il n'y a pas de... J'ai vraiment fait quasiment un schéma. Inversement, à chaque fois que la Kabylie a subi des contraintes diverses, l'Algérie a immédiatement, mécaniquement, connu une régression. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que ce qui se passe en Kabylie, encore une fois, représente une projection d'un potentiel qui peut évidemment la tirer vers le haut elle-même en tant que région, en tant qu'espace, mais aussi une pédagogie qui peut inspirer d'autres superficies, d'autres zones de notre pays et au-delà. Il ne faut pas oublier, et ça encore c'est un de mes amis d'Avril 80 que je revoyais dernièrement qui me l'a rappelé, les combats qui ont été menés en Kabylie ont généralement connu un écho sur la scène politique nationale. Tout le monde sait qu'en 1926, le premier parti de l'indépendance qui a été lancé en France,
par l'intermédiaire d'un certain nombre de syndicalistes, comportait une écrasante majorité de Kabyles. Il y avait pratiquement Mseli avec un autre qui était des arabophones. Pour autant, il ne faut pas donner à cette réalité une interprétation qui serait d'ordre génétique. C'était une écrasante majorité de Kabyles parce qu'à l'époque, la communauté émigrée en France était kabylophone à 90%. Il était donc normal que les gens qui se structurent dans cette région-là et qui étaient issus de la Kabylie soient composés de ceux qui composent cette entité, la diaspora de l'époque. La Kabylie est aussi singulière du fait de l'organisation avec laquelle elle a occupé son espace. Alors c'est une forme de démocratie de proximité que nous avons tous éprouvée. Moi j'y consacre 3 ou 4 chapitres dans le tome 1 de mes mémoires parce que ça m'avait marqué. Ces assemblées où tout le monde parle de manière égale, ça vous marque, alors que toutes les différences sociales s'effacent le temps d'une assemblée. Évidemment, ça ne nous empêche pas d'être lucides et de dire que ces assemblées étaient certes vertueuses, mais qu'elles n'étaient composées que d'hommes. C'est-à-dire que les femmes en étaient exclues. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que récemment, je crois, il y a maintenant des comités de village où des femmes sont intégrées. Et malheureusement, comme il n'y a pas de presse en Algérie, l'événement n'a pas connu l'impact, l'écho, l'analyse qu'il méritait. C'est majeur sur le plan culturel et politique. Alors, cette forme d'organisation a son avantage parce qu'effectivement, chaque cité décide pour elle-même. Elle a son inconvénient parce qu'elle est source d'éparpillement. En général, c'est ce qu'on appelle les sociétés segmentaires. Et ce qui a prévalu jusqu'à maintenant, je pense, mérite d'être sérieusement analysé parce que les villages qui étaient composés de quelques dizaines, de quelques centaines de personnes jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années, aujourd'hui rassemblent des milliers de citoyens. Et j'ai observé, pour avoir été dans les daïras à faire un certain nombre de conférences pour être au plus près de la réalité, que les structures telles que nous les avons connues ne sont plus adaptées à l'évolution démographique de la population. Il faut donc que nous réfléchissions à la manière de voir comment transposer, comment projeter ces structures sur une nouvelle donnée sociologique et démographique. Donc vous voyez, il y avait des repères, il y avait des structures, il y avait des instances, il y avait des modalités d'organisation qui ont permis à la Kabylie de traverser les épreuves de la colonisation et même avant des Turcs, mais ces instances peuvent ne pas être complètement efficientes dans le climat politique d'aujourd'hui. Alors le combat qui a été mené dans cette région, je crois qu'il tient d'abord à un phénomène de refus de soumission. Et ça, quand on regarde un peu l'histoire de cette région, on le vérifie depuis l'époque romaine. Les Romains appelaient cette région le Mont Ferratus, en référence au Djurdjura, la montagne de fer, qui a été difficilement soumise. C'est vrai aussi avec la conquête arabe. Ça a été la dernière région à avoir été pénétrée par le message de la conquête arabe. C'est vrai aussi de la conquête française. Elle a été particulièrement laborieuse. Donc, et c'est vrai avant, c'était vrai aussi de la présence turque, où la Kabylie a entretenu une espèce de rapport de force fait de conflictualité, d'insubordination et quelquefois de négociation, mais jamais de soumission. Et les Turcs, vous savez très bien, ont eu à bombarder un village comme Avizar, par exemple. Le général Yahya Pacha l'a fait bombarder parce que les Kabyles refusaient de payer l'impôt que d'autres régions payaient. Donc cette manière d'essayer de survivre dans un rapport de force qu'on gérait avec beaucoup d'adresse quand la situation ne commandait pas un affrontement direct, a permis à la région de survivre. Sauf que maintenant, la menace, elle est in situ. C'est la menace d'un État
qui a décidé de considérer cette région. Je vous livre mon analyse personnelle telle que je l'ai construite sur la base des éléments que j'ai pu glaner ici et là ou des témoignages qu'on me transmet. Donc on a décidé de considérer comme une région qu'il faut neutraliser parce qu'elle est source des problèmes, non pas seulement locaux, régionaux, mais les sources d'une contamination, d'insubordination vers les autres régions du pays. Je vais résumer un peu rapidement la manière dont le régime actuel voit la Kabylie. Le boulet de 2019 est passé très près du pouvoir algérien qui aurait pu tomber si les élites avaient fait le job, mais enfin ça c'est un autre débat. Et donc l'analyse qu'en font les dirigeants de cette insurrection citoyenne, c'est que, toutes les régions d'Algérie ont suivi un peu l'exemple kabyle en adoptant le combat pacifique, se sont démarqués des propositions islamistes. On ne va pas revenir sur la violence par laquelle les islamistes ont essayé de conquérir le pouvoir. 2, il y a une volonté non pas de changer une équipe, un clan au pouvoir par un autre pour capter la rente, mais une volonté de changer radicalement, de refonder l'idée nationale. Et je crois que je l'ai déjà dit, j'ai été surpris, moi, de constater que dans les 3 langues qu'utilisées en Algérie, le message qui était délivré par la rue algérienne, en kabyle, c'est à dire le dévot, en gros, que le système tombe. En arabe, c'est-à-dire que tout le monde dégage, voilà. Et en français, rupture, rupture, rupture. Donc, les dirigeants ont compris cette volonté de tourner la page du parti et de la pensée unique comme une contagion démocratique de la Kabylie qui a atteint d'autres régions du pays. À mon avis, d'ailleurs, ce n'est pas faux. Et dans leur esprit, si jamais on parvenait à neutraliser la source émettrice de ce genre de message, nécessairement, ce qui répercute, ce qui duplique ces revendications vont être moins inspirés à partir du moment où l'étalon de ce combat est étouffé. Et aujourd'hui, je ne crois pas savoir, j'ai quand même une 50aine d'années de lutte derrière moi, on n'a pas eu la vie facile dans les épreuves qui nous ont été imposées, mais sincèrement, je pense que la pression qui s'exerce sur la Kabylie au jour d'aujourd'hui est l'une des plus sévères et l'une des plus brutales. Tous les symboles de la région, la politique c'est un programme, c'est des idées, c'est des structures, mais c'est aussi des référents. Tous les symboles de cette région sont violemment attaqués. Vous voyez ce qui se passe à la JSK. Les universités de Kabylie ont été littéralement clochardisées. On m'a donné une image du campus de Tamda, c'est absolument effarant. J'ai vu l'université de Tizi Ouzou en 1980. Je vous assure que les débats qu'on y menait n'ont rien à envier à ceux qui peuvent se mener ici, à Londres ou à Paris. Et il n'y a pratiquement plus aucun comité d'étudiants capable d'organiser une conférence débat sérieuse. Et c'est pareil à Bougie, et c'est pareil à Bouira. Donc ce n'est pas un accident local ou simplement une incompétence d'une direction d'une université qui fait que ces campus sont devenus des espèces de terrains vagues, gagnés de plus en plus par l'islamisme. Je vous passe les histoires de toxicomanie, etc. C'est une volonté délibérée qui consiste à faire des lieux où s'élabore le combat politique un champ de ruines. Je n'ai pas besoin d'insister sur la qualité des diplômes qui ne valent absolument plus rien aujourd'hui. Autre chose qui a attiré mon attention, ce sont les cafés littéraires. Je pense que certains d'entre vous partent là-bas. Il y a 3-4 ans de ça, il n'y avait pratiquement pas une daïra où il n'y avait pas un café littéraire qui faisait inviter un ancien maquisard pour parler de la guerre de libération, un artiste, un écrivain, un témoin d'une situation singulière.
Eh bien, ces cafés littéraires sont en train d'être ciblés un par un. Et Hansadi, qui était ici parmi vous la dernière fois, a été empêché d'animer un café littéraire à CDH sur Mouloud Mamri. Pour la petite histoire, c'est lui qui a invité Mouloud Mamri en 1980, lorsque la conférence a été interdite et qui a débouché sur ce qu'on a appelé le printemps berbère. Donc, comme il l'a dit très bien sur sa page Facebook, en 1980, on interdisait à Mouloud Mamri de parler. En 2024, on interdit de parler de Mouloud Mamri. Vous voyez un peu où c'est que nous en sommes arrivés. Donc tout ça pour dire que c'est une situation qui est particulièrement tendue. Pour autant, je pense que c'est lorsque la situation est problématique qu'il faut faire preuve de sang-froid, de retenue. Et aujourd'hui, une des stratégies du pouvoir, c'est de pousser cette région à une forme de radicalité qui est vaine pour justifier ensuite la répression. Ce n'est pas parce qu'on nous pousse vers l'exaspération, vers la colère, vers la haine, qu'il faut que nous plongions dans ce piège. Je peux vous garantir que ce n'était pas facile de les affronter en 80. La sécurité militaire n'avait rien envie au DRS actuel. Les provocations, nous avons été torturés, nous avons été emprisonnés, mais nous n'avons jamais réagi ni par la précipitation, ni par la colère. Et c'est parce qu'on a été capable de produire un discours structuré, cohérent, assumé, crédible, que nous avons réussi, à entraîner la population derrière nous, non pas en la menaçant ou en la brutalisant, mais en la convainquant. Et cette population a pu créer une espèce de solidarité citoyenne autour de nous qui a fait que le pouvoir, qui n'avait jamais relâché des détenus politiques rapidement, était obligé de nous libérer au bout de 2 mois et demi en 1980. Tout ça pour dire que la situation est extrêmement difficile, mais c'est parce qu'elle est maintenant difficile qu'il faut absolument rester lucide et vigilant. Si nous réussissons à préserver les acquis que nous avons pu enregistrer, si nous parvenons à éviter que des polémiques inutiles, vaines, stériles, qui peuvent d'ailleurs encourager eux-mêmes, ne s'installent dans la durée en Kabylie, je pense qu'il y a possibilité de traverser sans trop de dommages la tempête en cours. Alors vous me direz, que faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est, essayer d'informer, d'éclairer à chaque niveau qui est à portée de communication. Quand je dis à chaque niveau, ça peut être vraiment au plus modeste. Lorsque 3, 4 familles se rassemblent, si elles s'échangent de l'information, si elles se disent ce qui se passe, lorsque un groupe s'organise, ne serait-ce que pour rassembler physiquement les gens qui sont autour d'eux, c'est déjà un acquis. Des initiatives comme celle-là ont leur pesant d'or dans la conjoncture actuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'ai vécu la guerre d'indépendance enfant. Je n'ai pas participé à cette guerre, mais j'en ai des souvenirs très vifs. L'armée française, à l'époque, c'était quand même l'une des plus puissantes au monde. C'est pas vrai de dire que les Algériens ont gagné militairement la France. C'est parce que la population a fait corps avec les maquisards que la France a été obligée de lâcher le morceau parce qu'ils avaient beau tuer, ils avaient beau réprimer, il y a un moment où ça ne faisait plus leur affaire. Eh bien, c'était les comités de village qui ont permis au FLN et à l'ALN de faire face dans les plus grosses tempêtes. L'opération Jumelle, vous pouvez vous renseigner ce que c'était pas tendre. Hein. Aujourd'hui, il faut préserver les comités de village. Je sais très bien que le pouvoir est en train d'essayer de les infiltrer. On peut toujours mettre un agité, un excité, un déséquilibré pour dire quelque chose de difficilement gérable dans une assemblée, mais c'est difficile de déstabiliser un comité de village parce que les gens se connaissent. Et en général, quand ils se rencontrent, c'est pour des problèmes très concrets
qui concerne les citoyens, un problème d'eau, un problème d'incendie, faire partager une charge quelconque aux uns et aux autres. Donc, il faut absolument les sécuriser. Deuxièmement, lorsque les uns ou les autres repartent, s'ils reviennent avec des informations, qu'ils les fassent partager dans la diaspora. Et aujourd'hui, le souffle de l'espérance en Kabylie doit être entretenu dans la diaspora. Pourquoi ? Vous savez très bien, nous sommes au Canada, l'immigration, ceux qui sont partis, je ne connais pas les uns et les autres ici, mais je suis persuadé que les 3/4, si ce n'est les 4/5, sont des universitaires. Donc ce sont quand même, c'est l'encadrement du pays qui a quitté. Ce n'est pas l'immigration d'avant où les gens étaient utilisés dans des mines, dans des champs, dans l'agriculture française. Donc les gens qui peuplent aujourd'hui la diaspora sont des gens qui peuvent porter un débat sain. Et là, je voudrais insister sur quelque chose. Ce qui nous a permis d'exister dans le parti unique de Boumediene ou de Chedli, qui n'étaient pas des enfants de cœur, c'est parce que nous avons réussi à imposer un débat de qualité. La seule arme qui a permis à la Kabylie de traverser toutes les turbulences historiques, elles ont été nombreuses et beaucoup ont été violentes, c'est parce qu'elle a réussi à installer un débat citoyen de qualité. Lorsque l'échange horizontal, lorsque l'échange citoyen, mesuré, apaisé, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, mais on peut exprimer ces désaccords de manière saine, de manière apaisée. Il appartient à celui qui porte une idée ou qui formule un projet d'entraîner l'adhésion des uns et des autres. Avec le recul, mon intime conviction, c'est que si nous avons traversé l'époque du parti unique, si nous avons pu faire admettre l'idée du pluralisme politique en Algérie, si nous avons pu finir par faire inscrire la problématique amazigh dans la Constitution, même si je sais très bien l'application demande encore à être effective, c'est parce que nous avons pu, imposer entre nous un débat respectueux de qualité et que cette crédibilité a fini par structurer une conscience citoyenne qui est le meilleur bouclier contre le pouvoir. Aucun pouvoir ne peut atteindre la conscience d'un citoyen dès lors qu'elle est intimement structurée et élaborée sur des éléments qui fondent une conviction. Il est impératif, je le dis très clairement, d'éliminer, de marginaliser, d'inviter à la retenue celles et ceux qui, parmi la communauté kabyle, lancent des anathèmes, des insultes. C'est le meilleur moyen de polluer le débat, c'est-à-dire c'est le meilleur moyen de neutraliser la meilleure, je ne dis pas la seule, mais la meilleure arme qui a permis à cette région d'exister, de prolonger son existence et de servir de repère à d'autres régions d'Algérie. Alors on me dira, oui, mais c'est nous qui bougeons, c'est toujours nous qui prenons plein la gueule, ce qui n'est pas faux. Hein? Si vous ramenez la guerre de libération au nombre d'habitants, le nombre de martyrs en Kabylie est 3 à 4 fois plus que les autres régions d'Algérie. En 62, on a dit Algérie, arabe ou islamique, salam alaikum, il n'y a rien d'autre derrière. C'est pas faux. Mais ce n'est pas en s'affolant, en riant dans les brancards qu'on remonte une pente pareille. C'est en essayant de convaincre, et c'est un combat long. C'est un combat difficile. Il est 10 fois plus facile d'insulter que de convaincre. Je sais très bien que l'exaspération, quelquefois, vous pousse à dire des choses à quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne sont pas des tendresses. Et pourtant, lorsqu'on veut travailler pour remonter l'histoire, pour la réhabiliter, pour mettre en perspective un destin, il n'y a pas d'autre arme que la durée, que la patience et la capacité à convaincre. Il faut absolument que nous retrouvions ces vertus politiques qui n'ont pas d'équivalent. Le pouvoir ne peut pas indéfiniment réprimer lorsque la réponse est une réponse structurée, argumentée.
il est impératif que ce capital soit préservé. Et de l'immigration, vous pouvez vous réunir, vous pouvez communiquer, vous pouvez à travers des structures comme d'ailleurs cette radio ou d'autres, essayer de faire vivre ce débat. J'ai été personnellement victime d'anticabilisme, mais plutôt 2 fois qu'une. Hein. C'est pas... Vous allez maintenant sur la toile, des gens vont m'insulter, vont inventer des choses en sachant très bien que c'est des contre-vérités. Je ne dis pas qu'il faut laisser l'insulte sans réponse, mais il faut répondre de manière intelligente. Ce n'est pas parce qu'on vous pousse à l'agitation que vous devez vous agiter. Ce n'est pas parce que le pouvoir a décidé de nous mettre dans le canal de la radicalité qu'on doit plonger la tête. La première, le pouvoir a choisi sa stratégie. Nous ne sommes pas obligés, nous, de tomber dedans. Il y a pourtant des éléments qui, malgré toutes les difficultés qu'il ne faut pas nier dont je viens de parler, qui permettent de dire que les choses, au regard de l'histoire, avance en notre faveur. J'ai souvent raconté cette histoire, elle est anecdotique, mais elle m'a marqué, donc je la rappelle toujours, et à mon avis, elle est parlante. Il se trouve que je suis médecin. J'ai exercé en Kabylie. Les gens de ma génération, très peu de médecins ont fait des gardes sans avoir reçu des jeunes, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient jeunes artisans, torturés par la sécurité militaire parce qu'on a trouvé chez eux un alphabet tifinagh ou bien qu'il a inscrit un petit slogan sur un mur. On en était là. Ben, aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, personne n'est torturé parce qu'il est Christ Messias. Aujourd'hui, dans l'école algérienne, il y a un enseignement Messias. Évidemment, c'est un enseignement qu'on accorde le principe d'un côté et on essaie de le freiner de l'autre. On connaît tous le régime algérien. Mais sincèrement, nous n'avons pas, parce qu'il faut qu'on soit en mesure aussi de faire notre autocritique, nous avons manqué de sens tactique lorsque la Messias a été inscrite langue nationale et officielle dans la Constitution. Nous n'avons pas été capables de rassembler nos énergies en Kabylie, notamment d'ailleurs à cause de la guerre entre le RCD et le FFS. Nous n'avons pas été en mesure de rassembler nos énergies pour dire au pouvoir, très bien, vous avez accepté que cette langue soit consacrée dans la Constitution. On applique. Il aurait fallu prendre le pouvoir au mot. Et de ce point de vue-là, les islamistes ont été plus intelligents que nous. Lorsqu'en 1962, je rappelle ça dans le tome 4, lorsqu'en 1963, plus exactement, la première constitution algérienne, il y a des islamistes qui ont dit on va marquer islam religion d'État. Bon, il y avait des gens qui m'avaient dit, Reda Malek m'a raconté, des gens qui ont dit attention, on ne joue pas avec ces choses-là, si jamais vous mettez ça dans la constitution, ça va être lourd de sens. Par la suite, même si actuellement nous sommes tous des progressistes, nous sommes des anticolonialistes, on ne sait pas ce que deviendra la société algérienne, on sème les germes de la République théocratique. Les islamistes ont dit mais non, c'est une petite phrase, c'est pas grave, et les gens ont laissé passer. Les islamistes aujourd'hui, quand ils veulent arracher quelque chose, ils disent on applique la Constitution. Et ils ont souvent obtenu des choses en demandant l'application d'un précepte inscrit dans la loi fondamentale du pays. Nous n'avons pas été en mesure de dire vous avez reconnu constitutionnellement la Constitution, ça implique nécessairement un certain nombre de moyens, un certain nombre de choix culturels, linguistiques, etc. Et ça, c'est parce que, je ne dis pas que le pouvoir l'aurait fait, mais si on avait été en mesure de peser, la classe politique notamment, donc je me mets dedans, avait été en mesure d'avancer comme on a avancé en 80 avec un argumentaire, avec une solidarité politique, je suis persuadé que le pouvoir n'aurait pas dit oui, je l'ai écrite pour faire le clown dans la Constitution. Bon, il aurait été obligé de céder. Alors l'autre élément qui permet effectivement d'ouvrir des perspectives
historique, c'est quand on voit, malgré l'arabisation, malgré la répression, malgré la censure, l'engouement des Algériens, et notamment en Kabylie, pour la chose culturelle. J'ai fait une séance dédicace le 20 avril à Paris. Je n'ai pas de moyens de médias colossaux, j'ai utilisé ma page Facebook. Il y avait des centaines de personnes qui ont fait la queue pendant 4h30. Ça veut dire quand même qu'il y a une attente, si on sait y répondre positivement. Je ne sais pas si vous suivez actuellement la diffusion du film L'Arabie Ben Mehdi en Algérie. Bon, peut-être que vous ne savez pas. C'est un film qui a été censuré pendant 5 ans. Je connais le réalisateur. Hein. Il a fait un film correct. Et Ben Bella avait giflé Ben Mehdi en 1954 au Caire, avant le congrès de la Soumam. Et on lui a obligé à censurer cette séquence-là, qui est un fait historique que moi j'ai fait vérifier. Hein. Donc, finalement, il a accepté qu'il y ait cette censure, mais le reste, il n'a pas accepté. Donc l'âme... Non, ça, je sais de quoi je parle. Il fallait, lors de... la délégation du Caire, on posera plus tard les questions pour le public. La délégation, non, je fais une parenthèse quand même. La délégation installée au Caire était composée de Ben Bella et Ahmed Boudief, Khidr. Et il y a eu l'appel à l'insurrection du 1er novembre 1954, qui est un appel à la guerre. Un appel à la guerre, il fallait le faire. Hein. Mais une fois que le FLN a allumé la mèche, ils sont restés bouche bée parce qu'ils n'ont pas préparé les instruments, les institutions, l'organisation, le message, les objectifs, les priorités. Il a fallu qu'un Ben sorte de prison pour que le premier tract du FLN sorte en mars 1955. Et je vous le dis comme je le pense, il n'y aurait pas eu le congrès de la Soumam, il n'est pas sûr que la guerre de libération se termine avec l'indépendance de l'Algérie. Je raconte dans le tome 3 ce que m'a dit, moi, Ben Toubal, et Néid, on a allumé la mèche, ensuite les groupes du FLN se tiraient les uns les autres. C'est la Soumam qui a fait le découpage territorial, c'est la Soumam, on a donné des grades dans la LN, c'est la Soumam, il y a eu la fameuse primauté du politique sur le militaire, c'est la Soumam, on avait dit qu'est-ce que sera l'État algérien démocratique et social, mais Ben avait tenu à ce que des gens de la délégation extérieure viennent assister à la Soumam. Donc il avait demandé que Ben Bella et Ahmed viennent, ou que Ben Bella ou Boudiaf viennent, et il a envoyé Ben Mehdi au Caire pour les informer qu'une réunion importante donnant sens, objectif et instance à la révolution algérienne, qui était un mot d'ordre, allait se tenir et qu'il fallait absolument qu'ils arrivent. Et que la délégation extérieure n'avait pas à promettre à Nasser un panarabisme dans lequel se fonderait l'Algérie, la délégation extérieure, on vous demande des armes, point à la ligne. Et Ben Mehdi est arrivé là-bas, a transmis le message, et Ben Bella l'a giflé. Ben Mehdi est revenu du Caire, donc, il a pu assister au congrès de la Souma. Ben Bella a dit, il avait peur, il a dit, je me suis égaré en cours de chemin, je ne vois pas pourquoi Ben Mehdi a trouvé le chemin et que Ben Bella n'est pas arrivé. Donc je ferme la parenthèse sur cet épisode-là. Non, pour vous dire que il faut absolument qu'un projet s'inscrive dans le sens de la perspective historique et que restaurer le débat politique est un impératif. Il y a une opportunité, les Chinois, vous savez, crise c'est opportunité chez les Chinois. Hein. Eh ben, je pense qu'on gagnerait à être un peu chinois pour le coup là. Actuellement, le RCD est dans une crise très grave, le FFS est dans une crise très grave. Mais c'est des crises politiques qui ne posent pas tellement problème. Ce qui posait problème, c'était lorsqu'il y avait un affrontement subjectif et haineux entre le RCD et le FFS.
interdit de parler l'un à l'autre. Ça, c'était irrationnel. Vous ne pouviez pas traiter politiquement ce genre de problème. Mais aujourd'hui, il y a dans le RCD des gens qui disent on doit aller chez les islamistes, il y a des gens qui disent non, on reste sur les fondamentaux du parti. Ça, c'est un débat politique. Il faut assumer ce débat-là. Il y a dans le FFS une partie qui dit on va aller vers le pouvoir et d'autres qui disent nous ne voulons pas aller vers le pouvoir. Un dirigeant a dit même nous sommes fiers d'avoir éliminé les berbéristes du FFS. Ça, c'est un débat politique. Mais il faut imposer un débat argument contre argument. Et je pense qu'il y a une opportunité pour une recomposition politique en Kabylie sur la base d'un projet construit autour d'un consensus. Donc il y a des opportunités qu'il faut savoir exploiter. Pour autant, ces choses-là ne sont possibles que si, et uniquement si, un débat serein, adulte, démocratique est installé en Kabylie d'abord. Et je tenais à vous passer ce message parce que la situation est critique. La situation géopolitique avec ce qui se passe en Ukraine et au Moyen-Orient ne permet plus aux opinions internationales de suivre ce qui se passe dans le Sud pour dénoncer des abus, des tortures, etc. C'est la diaspora qui doit servir de lieu d'amplification du projet démocratique dans un premier temps, et c'est la diaspora qui doit servir aussi de relais vers faire une offre politique à la communauté internationale qui dise que la problématique identitaire amazigh n'est pas seulement une question de grammaire. La langue, c'est important, bien sûr, mais la mazighité, c'est pas que ça. La mazighité, c'est un projet social. C'est la manière de concevoir la vie, de structurer sa citoyenneté, de s'organiser par rapport à son écosystème, du point de vue écologique, environnemental, etc., de voir par rapport à l'autre. Et il y a maintenant des avancées considérables qui ont été faites. Si vous allez au Maroc, pratiquement dans l'ensemble des institutions de l'État, il y a des annonces qui sont faites en amazigh. Quand on a lancé Avril 80, jamais nous aurions pensé gagner une résonance sur l'ensemble de l'Afrique du Nord avec un temps aussi court. Il ne faut pas non plus se battre la courbe, s'autoflageller lorsqu'il n'y a pas lieu de le faire. Nous avons gagné la bataille des idées. Le FLN écrit Mazir. Le FLN disait vous êtes des traîtres parce que vous dites c'est Mazir, c'est la Katsidine. Le FLN n'aurait jamais accepté de lui-même d'intégrer la mazirité dans la Constitution. Donc au regard de l'histoire, nous avons fait avancer des choses. Maintenant, il faut qu'on trouve la démarche, il faut qu'on réussisse à mettre en œuvre la culture de l'application, de la faisabilité. Il faut évacuer cette violence qui est en train de se nicher dans des petits groupes ici et là en Kabylie. C'est une forme de poison qu'il faut absolument contenir. Il faut interpeller les gens, il faut être patient, il faut leur expliquer à ceux, j'imagine qu'on peut avoir tout à l'heure un ou deux échantillons de ce genre de ces amateurs d'invectives. Il faut absolument leur comprendre qu'on peut tout dire, mais c'est pas parce qu'on crie plus fort que l'autre que le message est plus pertinent. Il faut absolument ramener de l'apaisement en Kabylie. Il y va de l'avenir de cette région et il y va de sa capacité à entraîner le pays dans la perspective démocratique. J'ai vu en 2020 3 jeunes qui étaient arrêtés à Oran avec l'emblème amazigh et 2 autres à Mascara. Pour ne rien vous cacher, j'ai pensé que c'était des Kabyles. Vous savez tous qu'il y a une grande immigration kabyle à l'intérieur du pays. Et bien je me suis renseigné, c'était des arabophones. Vous me direz que ce n'est pas énorme. Mais à nous de faire le travail. Et j'ai plein d'amis arabophones qui comprennent maintenant que la mazighité, c'est pas simplement, ils n'en sont pas exclus parce qu'ils ne sont pas locuteurs de la langue. La mazighité, c'est une manière de construire la vie, de respecter l'individu
et d'organiser la société. Merci infiniment de m'avoir écouté.